Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire d'initiation à la télédétection spatiale pour l'agriculture. Donc c'est un webinaire qui va se faire à 3 intervenants. Donc on va avoir Guidé d'Arvalis, Jean-François Dejoux du CSBio et moi-même Manon Longvixé d'ACTA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire un peu de contexte sur ce webinaire, de d'où il provient et pourquoi avoir choisi cette thématique. Donc, ce webinaire provient de ce qu'on appelle le programme numérique Inter-Institut agricole. Donc, c'est un programme qui permet de réfléchir entre instituts sur des thématiques autour du numérique. Et donc, ce webinaire provient plus particulièrement de l'action 3 qui s'intitule Mobiliser le levier numérique pour repenser l'acquisition de références sur les agrosystèmes et les valoriser. Et donc, dans ce cadre, nous avons créé un groupe de travail qui s'intitule Satellita. Et donc, comme son nom l'indique, on s'intéresse à la valorisation des données satellitaires. Donc, on a plusieurs instituts techniques qui sont impliqués dans ce groupe de travail. On retrouve à la fois la filière végétale et animale. Donc, on a Arvalis, l'IDEL, Terrinovia, le CEVA, l'IFV, l'ITB et l'ACTA qui sont donc impliqués dans ce groupe de travail. Donc nos premières réunions ont surtout permis de faire de l'interconnaissance sur les projets de chacun autour des données satellites. Et là, en nouvelle initiative, on voulait créer un webinaire ouvert au plus grand nombre pour sensibiliser sur cette technologie et ouvrir un peu peut-être des idées sur des futurs projets et des valorisations possibles pour vos filières. Donc l'objectif du webinaire, il est multiple. Déjà, c'est de comprendre les bases de la télédétection spatiale. Donc là, c'est important de bien comprendre qu'on est sur la télédétection spatiale. On a plusieurs types de télédétection, donc on peut retrouver le drone, des capteurs aéroportés, mais là, dans le cadre de ce webinaire, on va vraiment s'intéresser aux données satellites. Donc une fois qu'on aura compris ces bases de fonctionnement, on va également s'intéresser à l'étape de correction des images, qui est une étape importante. Donc l'idée, c'est un peu de vous initier à cette notion. Et enfin, on prendra le temps de vous citer les caractéristiques de plusieurs missions spatiales, donc de leurs principales caractéristiques, on y reviendra. Et donc pour ce qui est du public cible, donc on a essayé de le rendre le plus accessible possible, donc il n'y a pas de prérequis nécessaires. L'idée, c'est vraiment de découvrir la télédétection. Et donc là, on est sur la première session d'1 heure de ce webinaire, mais on va avoir une deuxième session le 13 octobre qui sera un peu plus applicative. On va vraiment s'intéresser à des exemples concrets en agriculture, donc partir de différents cas d'usage pour vous montrer finalement comment on peut valoriser ces données satellitaires dans une optique agricole. Voilà, et donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Guy qui va vous présenter la première partie qui va être autour de l'explication des principes de fonctionnement de cette technologie. Merci beaucoup, Donc Manon. Guy, Est-ce que je te laisse la main pour la présentation? Ouais. Ouais. Ok. Du coup, oui. Donc, bonjour à tous. Donc, pour me présenter, moi, je suis Guidé. Je travaille à Arvalis et notamment sur des thématiques de valorisation de données capteurs en interne. Et là, je vais du coup intervenir plus pour présenter, donc comme l'a comme l'a dit Manon, donc la télédétection spatiale. Et donc un petit peu les principes et puis la diversité des capteurs et puis l'intérêt que ça peut présenter sur nos thématiques agricoles. Ouais, du coup pour la diapo suivante. Donc juste pour remettre un petit peu dans le contexte, donc comme l'a dit Manon, donc là on est dans le cadre de la télédétection spatiale, donc on met plutôt de côté la télédétection, enfin la proxy détection, par exemple par drone. Et donc là j'ai remis donc une définition qu'on peut trouver assez qui est assez générale, donc que c'est voilà une technique qui permet à l'aide d'un capteur d'observer et d'enregistrer le rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi par une cible quelconque sans contact direct avec celle-ci. Donc dans la télédétection, on va surtout travailler sur cette notion d'onde électromagnétique. Donc une onde électromagnétique, ça va se caractériser donc par une longueur d'onde et une fréquence, et c'est beaucoup cette longueur d'onde et cette fréquence sur laquelle on va travailler qui va structurer la télédétection et finalement ce sur quoi on va travailler.
Voilà, au niveau aussi pour voilà, faire un petit peu aussi remettre le vocabulaire pour la suite de la présentation. Donc, au niveau de l'émission du rayonnement, donc tout ce qui va être à l'origine du rayonnement qu'on va étudier, ça va être émis donc par une source. Ensuite, il va y avoir donc la cible qui va interagir avec ce rayonnement électromagnétique. Et qui va correspondre à l'objet dont on cherche à avoir les propriétés. Donc ça peut être optique, géométrique, physico-chimique. Et puis le troisième composant, donc le capteur, qui lui va enregistrer et permettre voilà, d'avoir des informations justement sur l'interaction qu'il y a eu entre le rayonnement électromagnétique émis par la source et la cible. Voilà, donc, et j'ai mis aussi la deuxième partie, il y a un deuxième volet en tout cas de la télédétection qui est aussi la partie traitement du rayonnement électromagnétique, analyse et mise en application. Donc ça va finalement au-delà de juste finalement un enregistrement, il y a cette partie aussi traitement, analyse et derrière jusqu'à la valorisation de l'information recueillie par le capteur. Donc c'est le sens des deux schémas, hein. Donc d'une part sur la gauche le schéma d'une onde électromagnétique et d'autre part voilà, toutes les étapes qui sont incluses dans le processus de la télédétection. Donc au niveau de la télédétection, on va distinguer vraiment deux grands types de télédétection qui vont justement, donc c'est sur la diapo suivante, qui vont justement varier suivant la nature de la source d'émission du rayonnement électromagnétique. Donc la première, c'est la télédétection dite passive ou aussi optique. La télédétection donc passive, elle va se caractériser par le fait que la source d'émission du rayonnement n'est pas la même voilà, n'est pas commune au capteur qui va permettre de l'enregistrer. Donc on va avoir une indépendance entre les deux. Et donc souvent dans la télédétection passive, ce qu'on va étudier, donc c'est soit le rayonnement par exemple émis par le rayonnement solaire ou par exemple des émissions terrestres. Et donc on va distinguer deux types un petit peu de détection passive. Justement, donc la télédétection passive qui va s'intéresser plutôt à l'analyse du spectre solaire et son interaction avec la cible. Donc là, on va plutôt être sur des longueurs d'onde assez faibles, hein, en dessous de 3 micromètres. Donc on va être dans la gamme des longueurs d'onde du visible, qui va inclure donc le visible. Et le second type de détection passive, hein, qui est plutôt l'infrarouge thermique, où là on va être sur des longueurs d'onde plus élevées, donc supérieures plutôt à 3 micromètres. Et qui vont correspondre plutôt à des émissions par exemple terrestres plutôt que du Soleil. Et donc voilà, pour remettre ça dans le cadre de type de constellation satellite, par exemple, avec une constellation comme Sentinelle-2, on va avoir des bandes à la fois donc dans le spectre solaire et l'infrarouge thermique, mais par exemple d'autres constellations comme Trishna par exemple, vont plutôt avoir voilà, des bandes dans l'infrarouge thermique et vont donc du coup pouvoir avoir des informations, par exemple sur la température d'un couvert, par exemple, quoi. Donc ça, c'était pour la télédétection passive optique. Ensuite, pour ce qui est la détection active ou radar, là, du coup, ce qui va justement le caractériser, c'est que l'onde émise par le capteur, l'onde est émise par le capteur. Enfin, du coup, le capteur va produire sa propre énergie pour illuminer la cible, et on va mesurer du coup la réponse le signal rétrodiffusé par la cible dans sa direction. Et ça va pas du tout être les mêmes longueurs d'onde sur lesquelles on va travailler. On va être sur des longueurs d'onde des fréquences beaucoup plus, des longueurs d'onde plus importantes. Et c'est ce qu'on appelle notamment les micro-ondes et les hyperfréquences. Voilà, donc c'est des ondes qui sont assez peu justement émises naturellement et c'est pourquoi elles sont utilisées dans la télédétection active. Voilà donc pour la télédétection passive et active. Donc là, c'était pour présenter un petit peu les différences entre les deux. Et pour poursuivre, voilà, je les ai remis sur un spectre électromagnétique pour avoir un aspect plus visuel de ce que je viens de vous présenter. Donc sur la partie haute de la diapositive, on peut retrouver le spectre électromagnétique, donc avec les longueurs d'onde croissantes de gauche à droite. La télédétection passive, on va plutôt être sur des longueurs d'onde faibles, donc qui vont inclure notamment les longueurs d'onde de la gamme du visible, et un petit peu donc de proche infrarouge et d'infrarouge. Tandis qu'avec la détection active, on va plutôt être sur des longueurs d'onde plus élevées et être donc dans le domaine des micro-ondes et du radar.
J'ai essayé aussi, donc dans le tableau ci-dessous, donc de manière non exhaustive, mais d'essayer de donner un petit peu quelques avantages et limites de chaque type de télédétection. Donc pour la passive, la détection optique, l'avantage donc que ça présente, c'est qu'il n'y a pas besoin de générer un rayonnement. Vu qu'on inclut souvent donc les gammes d'observation, enfin du visible, on peut reconstruire une photo RGB de ce qu'on observe. Donc ça permet, c'est assez utile en tout cas pour du diagnostic. Et suivant les produits qu'on récupère, mais le traitement est plus abordable en tout cas qu'on verra pour la partie télédétection active. Pour les limites associées à la télédétection passive, elle est plutôt dépendante, enfin elle est très dépendante des conditions d'acquisition, parce qu'on va travailler sur des longueurs d'onde qui vont pouvoir beaucoup interagir, enfin, qui vont interagir beaucoup avec l'atmosphère, et donc du coup on va avoir des limitations par rapport à ça, notamment en cas par exemple de couverture nuageuse qui vont empêcher d'observer la scène que l'on souhaite étudier. Et pour la télédétection active, donc les avantages, ça va être un peu le pendant, c'est-à-dire qu'il va y avoir peu d'interaction justement entre le rayonnement ennemi et l'atmosphère, parce qu'on est sur des longueurs d'onde beaucoup plus élevées, donc on va avoir peu d'interaction avec l'atmosphère. Et on va pouvoir, par le fait qu'on émet un rayonnement à partir du capteur, on va pouvoir acquérir des images de jour et de nuit, on ne sera pas dépendant d'une source externe, et on va avoir aussi des informations complémentaires un petit peu de la détection passive, avec des informations de pénétration un petit peu de signal. La partie peut-être plus limitante de ce type de détection, c'est que c'est souvent des traitements qui sont complexes, et qu'il y a besoin, donc plutôt à l'échelle capteur, de produire du coup une forte énergie pour émettre justement le rayonnement. Voilà pour une mise en contexte en tout cas de la télédétection spatiale. Après, je vais revenir rapidement sur quelques principales caractéristiques des capteurs optiques, donc plutôt des télédétections actives, pour pouvoir donner un petit peu quelques caractéristiques pour choisir la constellation qui peut être adaptée sur un cas d'usage donné. Donc, premier type de caractéristiques. Dans les constellations, alors actuellement, il y a une différence qui est faite entre des capteurs qui seront plutôt multispectraux ou hyperspectraux. Alors à savoir que néanmoins, ce qui est open source, gratuit et puis facilement exploitable, c'est quand même beaucoup et exclusivement des capteurs multispectraux. Pour présenter la différence entre ces deux types, de capteurs, ce qui va jouer, ça va être surtout la taille et le nombre de bandes spectrales disponibles sur chacun de ces capteurs. Donc voilà, pour rapidement définir ce que c'est qu'une bande spectrale, c'est une plage de longueur d'onde pour lequel on va mesurer une intensité lumineuse. Pour les capteurs multispectraux, on va on va trouver autour de 15 bandes spectrales disponibles, ou moins de 15 bandes spectrales disponibles. Elles vont souvent être discontinues donc sur le spectre, et elles vont être d'une largeur à peu près de quelques dizaines de nanomètres, voire quelques centaines. Donc là, sur ma diapositive, ça correspond donc à la partie, c'est ça, centrale de la diapositive pour les capteurs multispectraux. Dans ce type de capteur, on va retrouver par exemple les Sentinel-2 avec 13 bandes spectrales, le Landsat 8 avec 11 bandes spectrales, Spot aussi donc avec 4 bandes spectrales, et on a de la variabilité au sein des différentes constellations qui ont des capteurs multispectraux sur le nombre de bandes et leur taille. Et face à ça, donc il y a les capteurs plutôt hyperspectraux, donc plus difficilement accessibles, mais eux qui vont plutôt donc avoir un grand nombre de bandes, donc de l'ordre d'une centaine, plutôt continues, avec des largeurs spectrales très fines, qui vont permettre du coup d'acquérir vraiment une signature spectrale beaucoup plus fine de la cible. Donc là, j'ai mis quelques exemples de constellations qui justement reposent sur des capteurs hyperspectraux. Donc juste voilà, au niveau de ça, donc pour le choix justement du capteur, donc ce qui est important à prendre en compte, c'est du coup en conséquence donc, le nombre de bandes spectrales disponibles, la largeur de ces bandes spectrales, est-ce que ça couvre la plage de longueur d'onde sur lequel d'intérêt sur lequel on souhaite étudier la cible, et le positionnement du coup de ces bandes spectrales sur justement les longueurs d'onde. Donc ça, c'est la première caractéristique pour la détection donc passive.
Deuxième caractéristique, donc c'est tout simplement la résolution spatiale, c'est-à-dire la taille de la zone au sol couverte par un pixel du capteur, ce qui est différent de sa fauchée, qui correspond à la zone totale couverte sur la scène. Le tableau sur la partie droite regroupe par constellation quelques résolutions, enfin les résolutions théoriques associées au sol. Donc on peut voir que c'est variable d'une constellation à l'autre, donc c'est pourquoi il est important de l'adapter suivant le cas d'usage visé, d'adapter le choix de la constellation au cas d'usage donné. Par exemple, à Landsat 8, on est plutôt sur une résolution de 30 mètres, tandis qu'avec Sentinel-2, on sera à 10 mètres et PlanetScope 3 mètres. Néanmoins, ça reste des résolutions assez théoriques. Donc ça, c'est les résolutions en tout cas affichées sur les capteurs, mais ça reste assez théorique car le signal mesuré dans un pixel donné va dépendre des caractéristiques du capteur, des corrections aussi qui vont pouvoir être appliquées par la suite à la donnée qu'on récupère, et de l'environnement aussi dans lequel on mesure la donnée. Voilà, pour donner un peu un ordre d'idée pour le choix de la résolution, souvent en tout cas ce qui est en tête, c'est d'avoir une taille de la cible qui soit 3 fois supérieure à la résolution utilisée pour la constellation, par la constellation. Donc ça, c'est pour la résolution spatiale. Ensuite, au niveau de la résolution temporelle, donc là, elle va correspondre à la période entre deux acquisitions de la même scène. Donc elle est dépendante là plutôt donc de l'orbite, du nombre et du mode de manœuvre du satellite. Donc là, ça va être très variable aussi d'une constellation à l'autre. J'ai rassemblé là dans un tableau, donc sur la partie gauche, par constellation, la résolution aussi théorique affichée. Donc on voit que c'est variable d'une constellation à l'autre, et ça va être aussi très dépendant de la couverture nuageuse, donc c'est-à-dire de la localisation géographique de la zone étudiée, puisque dès lors qu'il y aura des nuages, les acquisitions ne seront pas exploitables. Et sur la partie droite, donc il y a juste aussi des différences dans certaines constellations entre des systèmes d'acquisition systématique où on va avoir une répétitivité de la même scène et des systèmes d'acquisition à la demande où on va vraiment demander en tout cas à une date précise de viser une région donnée. Ensuite, autre caractéristique, c'est la résolution spectrale. Donc là, ça revient un petit peu le propos que j'ai tenu tout à l'heure vis-à-vis de la comparaison hyperspectrale, multispectrale. Ça va être la capacité du coup à discriminer justement des longueurs d'onde différentes pour un capteur donné. Donc ça va correspondre à la largeur en longueur d'onde des bandes spectrales qui sont disponibles sur le capteur et à leur positionnement sur le spectre. Donc ici j'ai remis pour une comparaison entre les bandes spectrales utilisées sur Landsat 8 et sur Spot 6, Spot 7. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup plus de bandes spectrales disponibles pour Landsat 8 que pour Spot 6, Spot 7. Et que leur positionnement est très différent et ne couvre pas toujours en tout cas la même zone lorsqu'on a des bandes qui ont des plages communes de longueur d'onde. Par exemple, sur Landsat 8, on va avoir des informations dans l'infrarouge thermique, tandis qu'on n'en aura pas sur Spot 6, Spot 7, alors que sur Spot 6, Spot 7, on aura des informations dans le prochain infrarouge qu'on n'aura pas dans Landsat 8. Voilà, donc ça c'est un autre critère aussi de choix d'une constellation. Et dernière caractéristiques. Alors là, c'est dans la suite justement du choix des bandes spectrales. Si on regarde au sein d'une constellation, de certaines constellations, on pourra observer une bande qu'on appelle la bande panchromatique qui n'est pas toujours disponible sur toutes les constellations. Cette bande chromatique, elle présente des caractéristiques particulières puisque c'est une bande qui est très large, donc elle va couvrir une plage de longueur d'onde assez importante, souvent dans le rouge, vert, bleu, et qui va présenter par contre une meilleure résolution spatiale que toutes les autres. Alors pourquoi? Parce que justement, vu qu'on prend une plus large plage de longueur d'onde, on va être plus sensible justement à des niveaux de brillance et du coup on va pouvoir aller chercher une plus forte résolution spatiale. Et cette bande spectrale, enfin cette bande panchromatique, donc j'en ai mis un exemple ici avec Landsat 8 sur la partie gauche, dans le tableau de gauche. J'ai repris les bandes de Landsat 8 et on peut voir que la bande 8, par exemple, donc, correspond à la bande panchromatique, avec une largeur spectrale, donc colonne 2 de 180 nanomètres, et une résolution spatiale de 15 mètres, donc colonne 3, qui va être en tout cas divisée par 2 par rapport aux résolutions des autres bandes.
Et alors, quel est l'intérêt de cette bande-là? C'est qu'elle va permettre, notamment via des méthodes de band sharpening, d'accroître la résolution spatiale des autres bandes spectrales qui sont disponibles sur le capteur. Donc là, c'est le sens des photos qui sont présentées sur la partie droite. Donc en haut à gauche, c'est la bande panchromatique. Sur la partie, en haut à droite, c'est la photo RGB. Donc on voit qu'il y a une différence de résolution entre les deux. Et via des méthodes de band sharpening, donc on va pouvoir accroître la résolution spatiale de la photo RGB pour obtenir l'image RGB en dessous, sur la partie basse. Et donc voilà, ça va permettre d'accroître la précision spatiale des autres informations. Voilà, alors il faut savoir qu'il y a différents types de méthodes de band sharpening possibles et que c'est pas toujours disponible sur toutes les constellations, cette bande panchromatique. Voilà, après, au niveau d'une petite conclusion sur la détection active, donc voilà, pour résumer un petit peu mon propos, donc au niveau du choix du capteur et de la constellation par rapport à un cas d'usage donné, donc il faut être vigilant sur les bandes spectrales qui sont disponibles et leur résolution spectrale associée par rapport à ce qu'on souhaite étudier. L'accessibilité à la donnée aussi, le coût, j'en ai pas forcément trop parlé, mais c'est un critère de choix important. La résolution spatiale et la résolution temporelle. Après, j'ai fait juste, avant de finir, 2 diapositives sur quelques caractéristiques des capteurs radar. Donc, juste pour ne pas oublier ce type de données et l'intérêt surtout que ça peut présenter. J'entrerai pas beaucoup dans les détails sur ce type de données parce que j'ai un peu moins de connaissances sur ce type de données. Mais pour présenter brièvement le fonctionnement, donc un capteur radar ne va travailler que dans une seule longueur d'onde, une seule fréquence, à la différence des capteurs optiques où là on travaille, les passives où on travaillait sur plusieurs longueurs d'onde. Et suivant la fréquence sur laquelle on va travailler, il va y avoir donc on va lui associer un nom de bande. Donc ici, c'est le schéma du haut sur la diapositive qui ordonne du coup donc de gauche à droite par fréquence croissante. Et on voit que suivant la plage de fréquence dans laquelle on va se trouver la bande, on va avoir une lettre qui est associée. Donc par exemple ici sur le graphique, un radar en bande X va avoir une fréquence plus élevée qu'un radar en bande L. Et qu'est-ce que ça détermine, le choix de cette fréquence? Ça va surtout déterminer le taux de pénétration dans la cible. C'est-à-dire que plus la fréquence va être élevée, plus le taux de pénétration va être faible. Donc du coup, le choix de la bande va être, de la fréquence va être ajusté suivant les besoins, suivant ce qu'on souhaite étudier sur la cible. Par exemple, pour donner un exemple, la bande X, qui a une fréquence du coup plus élevée, va être plus sensible à des informations au niveau de la canopée ou de la surface du couvert, tandis que la bande L, qui va à une fréquence plus faible, va être sensible plutôt à des éléments plus grossiers ou même voire au sol sous-adjacent. Et ce qui est intéressant dans le signal de radar et ce qui fait toute sa complémentarité par rapport à la détection passive que je vous présentais tout à l'heure, c'est que ça va apporter des informations complémentaires, notamment sur la structure du couvert, sur des informations aussi de rugosité du sol ou d'humidité, qui sont en tout cas accessibles moins facilement via de la télédétection optique. Voilà, et puis dernière diapositive, donc là juste pour présenter quelques grandeurs en radar, notamment la partie coefficient de rétrodiffusion qui va correspondre justement à la part du rayonnement émis qui va être rétrodiffusé vers le capteur. Donc ça, c'est une variable qui va être regardée en radar. Il y a aussi la notion de polarisation du signal qui la différencie un petit peu de ce qu'on regarde en optique, où là, ça va être, on va venir regarder comment la polarisation émise par le capteur va... on va regarder la polarisation émise et la polarisation ensuite reçue, donc ils vont apporter des informations intéressantes en radar. Et pour finir sur cette partie radar, il y a de nombreuses applications possibles de ces données-là, notamment sur la détection de culture, la prédiction de rendement, suivi de la phénologie et l'hydromorphie, justement, donc par toutes ces informations sur apportées par l'interaction du signal radar avec le couvert. J'ai mis ici donc juste en dessous, alors en tout petit, une revue qui est très intéressante, sur laquelle je me suis entièrement basé, en tout cas pour construire ces 2 diaporamas, qui justement recense un petit peu toutes les possibilités avec les données radar, notamment leur intérêt couplé
lorsqu'on les couple à des données optiques, puisque à la fois c'est des informations complémentaires, mais aussi en termes d'acquisition, ça permet d'avoir une bonne répétitivité, de coupler ces deux approches, mais aussi avec de nouvelles, en tout cas, méthodes, avec les nouvelles méthodes, en tout cas notamment de deep learning, ça présente aussi beaucoup d'intérêt de travailler sur ce type de données. Voilà pour ça. Merci Guy pour cette première partie. On peut peut-être prendre 5 minutes de questions avant d'enchaîner s'il y en a. Donc il y en a eu plusieurs dans le chat, on a essayé de répondre avec François, enfin François a répondu. Donc là il y en avait une autre de Morgane Lambert qui disait « Je m'interroge sur l'utilisation en élevage, notamment sur la détection d'animaux. Si l'objet à détecter doit faire 3 fois la taille du pixel, 6 mètres au minimum, est-ce envisageable ?» Je peux peut-être donner un premier élément de réponse, mais c'est vrai qu'à mon sens, pour de la détection aussi fine, on va préférer des télédétections plutôt sur des systèmes terrestres, donc type drone, qui permettent d'être beaucoup plus précis au niveau de la résolution spatiale. Oui, je ne sais pas s'il y a eu des tests avec des satellites à 50 cm de résolution. Peut-être qu'on voit les vaches. Après, dans l'utilisation, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que, surtout l'image satellite à 50 cm, on n'aura pas beaucoup d'acquisition d'images. Donc, ce sera, comme on peut dire, un point de vue à un moment donné, à midi, sur, mettons, un tiers d'un département. Et donc, on pourra peut-être voir les vaches, mais juste à un moment précis. Donc, s'il y a besoin de voir à plusieurs journées différentes, ben, c'est plus compliqué et ce sera à une seule heure de la journée. Voilà, c'est toutes ces petites nuances qu'il faut avoir en tête. Oui, bonjour, et si je peux compléter, je suis Anthony Lebris du CEVA. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Je dirais même qu'il faut le réfléchir en termes de surface, parce qu'un pixel de 2 mètres, il faut le réfléchir comme il fait 2 mètres par 2 mètres, donc ça fait du 4 mètres carrés. Donc en fait, il faut un objet qui fasse du coup une surface 3 fois plus grande que ce pixel-là. Il faut vraiment le réfléchir en termes de surface, parce qu'on aura beau avoir, je sais pas, un animal qui fait un serpent de 30 mètres de long, s'il fait 5 cm d'épaisseur, on aura quand même du mal à le voir. En fait. Il faut vraiment le réfléchir en termes de surface et de nombre de pixels couverts par l'objet à cartographier. Merci pour ce complément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut continuer. De toute façon, à la fin, on prendra aussi un temps si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Donc, je ne vois pas de main levée, donc je vous propose de continuer. Donc, dans la première partie, Guy nous a expliqué les principales caractéristiques de cette technologie, donc à savoir les 3 résolutions, donc la résolution spectrale, la résolution temporelle et la résolution spatiale. Et là, je vais essayer de vous expliquer un peu la notion de correction des images, parce que vous l'aurez compris quand Guy a expliqué la différence entre les capteurs passifs et actifs. Quand on est sur des capteurs passifs, on va avoir des perturbations qui vont venir polluer un peu le signal qui va être acquis. Et donc, on va avoir des étapes de pré-traitement des images pour les rendre manipulables. Et donc pourquoi déjà on parle de correction? Donc on va avoir principalement 2 types de corrections qui vont être possibles, 2 types de déformation. Donc le premier type, ça va être les corrections qu'on appelle géométriques. Donc là, l'objectif, c'est de jouer sur le positionnement des pixels, puisque quand on a une acquisition, on va avoir plusieurs paramètres qui vont venir erroner finalement la position spatiale. Mais j'y reviendrai après sur les origines de cette déformation. Et ensuite, on va avoir un deuxième type de correction qu'on appelle radiométrique. Et donc là, comme son nom l'indique, on va venir jouer sur la valeur du pixel, donc vraiment sur qu'est-ce qui est capté par nos capteurs. Et donc là, pareil, on va avoir plusieurs paramètres qui vont venir erroner le signal qui va être acquis. Et donc, pour être au plus proche de la réalité, on va devoir effectuer des traitements, des corrections. Donc déjà, pour la correction géométrique,
on peut se questionner sur les origines. Donc, j'ai essayé de synthétiser ces origines. On peut différencier 4 causes à ces déformations spatiales. La première cause, ça va être le positionnement du satellite, donc avec des variations parfois sur son orbite, des instabilités de vitesse. Et donc, ces petites erreurs vont venir jouer sur le positionnement des pixels qui vont être enregistrés. Un deuxième type de perturbation, ça va être en lien avec la rotation de la Terre pendant la capture, qui peut également venir perturber l'acquisition. Troisième origine, ça va être l'angle de vue de la prise du capteur. Donc on n'est pas exactement à la verticale au-dessus de l'objet qui va être acquis. Et donc cet angle de vue oblique va venir également entraîner des déformations sur la position des pixels. Et enfin, quatrième cause, on va avoir tout ce qui est en lien avec le relief du terrain. Donc ça peut être des collines, des vallées qui, pareil, vont venir perturber l'acquisition spatiale de notre objet. Et donc, toutes ces causes vont aboutir à une image qui est décalée, qui peut apparaître étirée, inclinée, et qui, du coup, ne correspond pas exactement à sa position réelle sur la Terre. Et donc ça pose souci, surtout quand on veut ensuite faire du travail cartographique. L'image ne va pas venir se superposer sur notre carte. Et donc, c'est pour ça qu'en amont, on doit effectuer des corrections géométriques. Donc s'il y a des questions, je pourrais revenir plus en détail sur comment on corrige ces images, mais globalement, on a plusieurs approches. Une première approche, c'est d'utiliser les caractéristiques du capteur, donc ça va être tout ce qui est en lien avec plutôt les causes 1 et 2. Chaque capteur va pouvoir enregistrer les paramètres d'acquisition, et du coup, on va avoir des modèles de correction qui vont venir corriger finalement les pixels qui ont été erronés avec ces deux causes. Ensuite, pour ce qui est plutôt du relief du terrain et de l'angle de vue oblique, on va avoir deux approches complémentaires. La première, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain. Donc, c'est des modèles qui sont produits qui permettent en fait de retranscrire les reliefs du terrain et quand on les ajoute à notre image, ça permet de corriger le positionnement de nos pixels. Et une autre approche, c'est de prendre des points, de ce qu'on appelle des points de contrôle. Donc en fait, on va avoir des points spatiaux où on sait exactement leur position. Et à partir de cette position, on va venir corriger le reste des pixels, enfin l'image entière, pour venir coller sur ces points de contrôle et pouvoir comme ça corriger l'entièreté de l'image. Et donc cette correction géométrique, elle va venir aussi un peu diminuer la résolution spatiale théorique. Donc comme l'a dit Guy, en fait tous les pré-traitements qu'on effectue pour corriger les images vont venir aussi réduire certaines résolutions. Donc là c'était pour la correction géométrique. Maintenant, Manon, oui, pardon. La diapo passe pas, sur mon écran en tout cas, je sais pas. Là, vous avez la correction géométrique? Non, pas moi. Correction géométrique, origine. J'ai que origine, mais j'ai pas méthode de correction. Ok. Je vous les afficherai après. Peut-être que je les avais masqués sans faire exprès. Attendez. Oups. Attendez 2 secondes. Je vais essayer de les remettre. Tac, tac. Alors, hop. Alors là, normalement, si je passe... Ah voilà. Oui, désolé, c'est mieux avec le support. Donc pour revenir sur ce que j'ai dit, donc il y avait les 3 méthodes, donc les paramètres de prise de vue, le modèle numérique de terrain et les points d'appui connus, donc les points de référence. Je vais faire un focus plutôt sur les points de contrôle. Donc c'est ce que je montrais ici. On a notre image originale qui est un peu de biais, et l'objectif c'est de repositionner donc nos pixels pour qu'ils soient justes spatialement. Et donc pour ce faire, on va faire en fait ce qu'on appelle des déformations de l'image pour venir coller aux points de référence connus.
Donc voilà pour la correction géométrique. Maintenant, je vais venir sur les corrections radiométriques. Donc là encore, on va avoir des perturbations qui vont être multi-origines, mais globalement, en fait, ça va être dû aux interactions avec l'atmosphère. Donc l'atmosphère qui est composée de différentes particules, différents gaz, qui vont venir également perturber le chemin finalement des rayons et du coup erroner aussi la valeur qui est acquise. Donc un premier type de perturbation, ça va être la diffusion. Par les particules donc de type poussière aérosol qui va entraîner du coup une erreur sur le chemin de ces rayons. On va également avoir des phénomènes d'absorption par les gaz, donc vapeur d'eau, ozone. Et on va aussi avoir des réflexions parasites qui vont être dues au ciel ou à des nuages. On va également avoir les nuages qui vont entraîner un espèce de masque sur les images qui ne va pas permettre d'atteindre la cible. Et enfin, troisième type d'origine, ça va être les variations d'ensoleillement. Donc tout ce qui va être en lien avec l'angle solaire, mais également la topographie, qui peuvent venir impacter la réflectance. Et donc, traditionnellement, on va distinguer deux types de réflectance. Le premier type, c'est le TOAA, donc Top of Atmosphere. Donc là, ça va être la réflectance qui va être non corrigée, qui va être perturbée donc par tous les aspects d'interaction avec l'atmosphère, les nuages. Et ensuite, on va avoir un deuxième type de réflectance qu'on appelle BOA, pour surface réflectance ou bottom of atmosphere. Et donc là, comme son nom l'indique, c'est une réflectance qui va être corrigée par tous les effets qu'on peut retrouver au-dessus de la surface, donc toutes les interactions avec l'atmosphère, mais aussi la couche nuageuse, voire la topographie. Donc je vais pas détailler là pour le coup les méthodes de traitement de correction qui sont souvent en fait on fait appel à des méthodes qui sont développées par des agences spatiales, mais ce qu'il faut retenir c'est que toutes les corrections ne se valent pas. On va avoir des méthodes qui vont être différentes et derrière du coup la réflectance ne va pas forcément être exactement la même. Mais sur les diapositives que je vais vous partager par la suite, il y aura des annexes qui vont détailler un peu ces corrections si vous voulez en savoir plus. Et donc pour illustrer ces différents niveaux de correction, donc on va avoir ici plusieurs niveaux qui sont représentés selon la nomenclature Sentinel. Donc le premier niveau qu'on appelle level 1C, on va avoir une image qu'on dit monodate, donc qui correspond vraiment à une acquisition à un jour donné. Et cette image a été orthorectifiée, donc c'est ce qu'on appelle la correction géométrique. On va avoir toutes les corrections que j'ai présentées pour corriger spatialement les pixels qui ont été effectués. Mais par contre, on est toujours à une réflectance top of atmosphere. Donc c'est pour ça qu'on voit un aspect un peu laiteux de l'image où on va avoir tous les phénomènes de diffusion et d'absorption qui vont être présents. Le deuxième niveau de correction, c'est celui qu'on appelle 2A. Donc on est toujours sur une image qui est monodate, donc toujours une image qui a été orthorectifiée. En fait, on part du level 1C et on va venir ajouter une couche de correction pour obtenir la réflectance BOA, donc bottom of atmosphere. Et en plus de ça, on va aussi avoir un traitement des couches nuageuses. Donc vous voyez que sur le level 1C, en haut à gauche, on avait des nuages qui apparaissaient. Et donc là, on a un masque qui a été effectué pour éliminer ces pixels qui viennent un peu polluer notre image, puisque on peut pas avoir de réflectance liée à cette zone, puisque les nuages empêchent une bonne acquisition. Donc là, c'était pour le level 2A. Et dernier niveau de correction qui va avoir vraiment pour objectif de pallier aux effets des nuages, des couches nuageuses qui vont venir empêcher d'avoir des informations sur une zone de notre image. On va utiliser des compositions
multidate. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de partir de plusieurs images acquises assez proches dans le temps, donc typiquement sur le même mois. Et en fait, selon les journées d'acquisition, on va pas avoir les mêmes couches nuageuses et ça va permettre finalement de faire une synthèse des différentes images en une image composite qui va permettre de venir corriger, entre guillemets, l'effet des nuages. Et donc là, vous voyez que sur une image composite, on a été capable de corriger la zone en haut à gauche à partir de d'autres images acquises à d'autres dates. Donc voilà pour les niveaux de correction. Donc l'idée, c'était vraiment plutôt de vous donner un peu une idée des grands types de corrections qui existent et de surtout pourquoi il faut corriger ces images. Et donc pour conclure sur cette partie, donc les images brutes peuvent être déformées et erronées quand elles sont en format brut, quand elles sortent de nos capteurs. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs méthodes de correction qui sont appliquées pour corriger à la fois spatialement, mais aussi du point de vue radiométrique, les pixels des images. En ligne, on va retrouver des produits qui généralement vont avoir des corrections qui ont déjà été effectuées, notamment l'orthorectification, donc tout ce qui est correction géométrique. Généralement, les images ont été pré-traitées. Et il faut faire attention sur les corrections plutôt radiométriques. Toutes les méthodes ne se valent pas. Donc je vous ai mis un lien vers un article qui compare deux méthodes de correction pour mettre en lumière ces différences entre les différentes méthodes. Donc voilà pour cette deuxième partie. Et donc pour finir sur ce webinaire, je voulais vous prendre un temps pour vous présenter un peu les différentes missions qui existent. Donc Guy l'a déjà un peu abordé quand il a présenté les différents capteurs. Donc là, j'ai essayé de faire une synthèse des différents satellites qui existent aujourd'hui en reprenant les trois principales caractéristiques, donc à savoir la résolution spatiale, la résolution spectrale et la résolution temporelle. Donc j'ai essayé de distinguer les capteurs optiques multispectraux et le radar qui peut être intéressant pour certains cas d'usage. Donc pour rappel, sur les optiques multispectraux, on va être sur de la télédétection passive, alors que sur le radar, on est sur de la télédétection active, ce qui permet d'avoir une acquisition jour et nuit et de moins avoir de perturbations avec l'atmosphère, même de ne pas avoir de perturbations avec l'atmosphère. Et donc sur les optiques multispectraux, les 4 missions principales qu'on utilise, ça va être le Sentinel, Landsat, Pléiade et Spot. Donc vous voyez que pour chacun de ces satellites, on va avoir des caractéristiques différentes sur nos résolutions. Quand on a des bandes panchromatiques, donc c'est ce qui est noté PA, on va pouvoir atteindre des niveaux de résolution spatiale qui vont être plus élevés, comme l'a présenté Guy. Et donc on va aussi pouvoir faire les méthodes de traitement pour augmenter aussi la résolution des images multispectrales en combinant les deux. Ce qui est important aussi comme critère, ça va être la résolution temporelle, parce que ça va permettre de suivre des dynamiques et donc notamment en agriculture, typiquement sur les stades phénologiques des différentes cultures, ça va être possible de les suivre de façon plus précise. Un autre critère qui est pas des moindres, c'est le coût des images. Et ce qu'on remarque directement, c'est que plus la résolution spatiale va être précise, plus derrière le modèle économique va être de rendre ces services payants, parce que comme le disait Jean-François, on n'a pas forcément des acquisitions qui sont on va pas avoir un service qui va être accessible à tous parce que derrière, les traitements sont plus importants. Donc voilà pour un peu une vue d'ensemble des missions qui existent aujourd'hui. Alors ensuite, une diapo pour un peu vous montrer un enjeu quand on parle de télédétection, que ce soit spatiale mais même autre. On va toujours avoir un enjeu, un équilibre entre la résolution spatiale et la résolution temporelle. Donc c'est ce que j'ai essayé, c'est ce que le graphique à gauche vous montre. Plus on va être sur des résolutions spatiales qui vont être faibles, donc de l'ordre du kilomètre,
des résolutions hautes, plus on va être sur une résolution temporelle qui va être élevée aussi. Non, pardon. Je refais. Plus on a des résolutions spatiales qui vont être faibles, plus on va pouvoir avoir des résolutions temporelles qui vont être, elles, hautes. Donc on va avoir une fréquence qui va être, par exemple, de l'ordre du jour, même en dessous du jour, ce qui va permettre d'avoir plusieurs acquisitions, par exemple, sur le même jour. Mais dès qu'on va aller vers des résolutions spatiales qui vont être plus précises, donc typiquement en dessous du kilomètre, directement, on va avoir des temps de résolution temporelle qui vont être plus élevés au-dessus du jour. Et donc, c'est tout l'enjeu de trouver l'équilibre entre avoir une bonne fréquence de visite du site, de la cible, et à la fois une résolution spatiale qui convienne à notre besoin, à nos usages. Et donc, vous voyez que sur les satellites que je vous ai montrés à la diapositive précédente, on est un peu au milieu, donc on est sur essayer de trouver l'équilibre. Donc, on a Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, Pléiades qui se retrouvent au milieu. Donc ça, c'était vraiment pour la télédétection spatiale. Ensuite, pour ce qui est de la télédétection au sens plus générique du terme, on va avoir la même approche, l'équilibre entre la résolution spatiale et la fréquence d'observation. Donc dès qu'on va être sur des systèmes qui vont être terrestres, donc type capteurs connectés, drones ou alors capteurs qui vont être mis sur des robots, des tracteurs, on va être sur des résolutions spatiales qui vont être beaucoup plus précises. Logiquement, on est plus proche de la cible qu'on veut capter, donc la résolution spatiale est plus précise. Et donc en fait, on va avoir des usages qui vont être différents selon la technologie qu'on utilise. Donc sur les satellites, sur la télédétection spatiale, pardon, on va pouvoir suivre déjà des territoires qui sont plus importants, plus grands, et on va aussi potentiellement avoir une acquisition plus continue dans le temps, puisque les missions, comme on l'a vu avec Sentinel, c'est de l'ordre de tous les 5 jours, on a la cible qui va être captée par notre technologie, donc ça va permettre de pouvoir revenir fréquemment finalement sur notre cible. Et donc, c'est ce que j'ai montré là avec les séries temporelles. Donc, c'est vraiment un atout de pouvoir visiter fréquemment le même site, puisque tout de suite, on va pouvoir suivre des dynamiques et avoir un aspect temporel sur notre acquisition. Et donc, dans le secteur agricole, c'est assez intéressant, comme je le disais, pour suivre la croissance des cultures, pour détecter des anomalies, voire évaluer des rendements quand on compare également sur d'autres années, parce qu'on a aussi un historique d'images. On a des missions qui existent depuis plus de 10 ans, donc ça nous permet aussi d'avoir derrière une banque d'images qu'on peut mobiliser pour faire un historique sur certaines zones. Et donc là, sur mon exemple, donc, qui est issu d'un papier de recherche sur l'utilisation du NDVI, donc un indice lié à la végétation, pour prédire le rendement, on voit qu'on a la même zone qui a été captée à différentes dates et on peut, avec le NDVI, suivre l'évolution de notre culture et du coup permettre de la prise de décision, le suivi de rendement et d'autres cas d'usage. Donc ça, c'était le focus sur les séries temporelles. Et pour finir, je voulais un peu parler de l'écosystème de la télédétection satellitaire. Donc c'est un écosystème qui est assez dense et qui va à la fois mêler des organismes publics et des organismes privés. Et donc c'est aussi pour ça qu'on va avoir des images qui vont être accessibles de façon gratuite, d'autres qui vont avoir des modes payants. Donc ça va dépendre des missions. Donc pour ce qui est des organismes publics, on va retrouver les principales agences spatiales de différents pays, mais aussi de l'Europe et aussi de la France. Pour les organismes privés, j'en ai cité quelques-uns, mais on en a d'autres. Donc on a Thales, Airbus, SpaceX et Planet. Et ensuite, en fait, cette logique de public-privé,
on va aussi le retrouver sur le traitement des données. Donc on va aujourd'hui avoir des entreprises privées qui vont permettre le traitement des données sur des serveurs, des clouds, qui vont faciliter quand même le traitement. Mais derrière, faut garder en tête que pour l'instant, on est sur des modèles gratuits, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, ça devienne payant ou que voilà, certaines fonctionnalités soient perdues. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Google Earth Engine, qui pour l'instant est gratuit, mais voilà, on n'est pas à l'abri que le modèle économique puisse évoluer. Et à l'inverse, on a des plateformes de données qui permettent de plus en plus de faire des traitements en ligne. Plutôt des traitements simples, mais ça permet quand même d'avoir une première visualisation de ces images. Et on a notamment Copernicus à l'échelle européenne qui est assez performant. Et on a aussi Theia qui va travailler les données satellites et permettre d'obtenir des produits déjà pré-traités. Mais ça, on l'abordera à la prochaine session, donc le 13 octobre. Voilà, et pour conclure et faire une ouverture, je voulais vous parler des satellites thermiques. Donc on n'en a pas forcément parlé pendant cette première session, mais on a de plus en plus de missions de satellites thermiques qui vont permettre de valoriser ces images satellitaires pour des nouveaux cas d'usage, notamment en lien avec la température, mais aussi le stress hydrique des cultures. Et donc là, on a plusieurs missions qui sont prévues dans les prochaines années, ce qui va permettre, encore une fois, de diversifier les cas d'usage possibles en lien avec ces technologies. Voilà pour ma partie. On peut aussi prendre un temps de questions autour de cette notion de correction ou aussi la diversité des satellites. Donc voilà, je rappelle que l'idée de ce premier webinaire, c'était vraiment d'essayer de vous amener les notions principales en lien avec la télédétection satellitaire. Et le 13 octobre, on va rentrer un peu plus dans le concret, dans l'applicatif. On va partir de cas d'usage agricole pour vous montrer finalement comment les images satellitaires peuvent en partie répondre à nos besoins.